Maxime Switek, Europe 1 Matin. Europe 1, 8h38. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la polémique se développe encore autour de la pilule. Le Dauphiné libéré, pilule de 3e génération, la fin des excès. Le Courrier Picard, la pilule a décidément bien du mal à passer. Alors une autre pilule qui passe mal, les chiffres du marché automobile 2012. Le Monde, la double crise de l'automobile française. Et l'Est républicain, la course en tête des belles Allemandes. Alors on ne parle pas de jolies blondes, on parle de voitures haut de gamme, ce fameux créneau de la qualité que la France n'a pas su jouer dans l'industrie et qu'elle tue dans l'agriculture. Avec vous ce matin Natacha Polony, on va voyager dans cette revue de presse et on commence par les États-Unis. Oui, la presse, comme les marchés mondiaux d'ailleurs, pousse un immense soupir de soulagement. Donc on n'a pas sauté de la falaise. Et oui, il s'agit évidemment de la fameuse falaise américaine. Fiscale. La falaise fiscale. Mais l'éditorial du Monde rappelle qu'en face de ces quelques hausses d'impôts, on cherche encore les réductions de dépenses. Autant dire que la Maison-Blanche et le Congrès n'ont toujours pas de carnet de route crédible pour enrayer dans les 5 à 10 ans l'inexorable montée de la dette du pays. Alors c'est pour ça que l'analyse la plus lucide ce matin, vous la trouverez dans Libération. Et elle est résumée par le titre de une. Après la falaise, le gouffre. Non, il n'y a pas lieu de se réjouir. Non seulement le problème de la dette américaine reste entier, écrit Vincent Giret, mais droite et gauche ont joué leur partition jusqu'à la caricature. Et surtout, Libération déconstruit le mythe Obama ressurgi à l'occasion de sa réélection. Comme plusieurs fois auparavant, le président américain a surtout prouvé qu'il était un piètre négociateur. Ben oui, obligé de revoir à la baisse ses ambitions alors même qu'il avait la main. Le plafond de revenus pour les hausses d'impôts est passé de 250 000 à 400 000 euros. Autant dire que ça ne concerne plus grand monde. Et un observateur américain résume: il se voit comme une figure historique et ne tend pas la main au Congrès et aux Républicains autant qu'il prétend le faire, car il pense au fond de lui que ce sont des crétins. Ce qui est en partie vrai, mais ce raisonnement n'aide pas forcément à faire avancer les choses. Alors devant ce fiasco, Vincent Giret conclut: quand le pouvoir politique est aussi faible, il n'y a plus à se demander pourquoi la finance règne toujours en maître. Et ce qui est vrai sur une rive de l'Atlantique, l'est aussi sur l'autre rive. Natacha, après les États-Unis, le Qatar. Oui, puisque la finance règne en maître, ceux qui ont l'argent ont le pouvoir. Et c'est dans le Nouvel Observateur que Sophie Desdésert a enquêté sur le Qatar, donc ce petit émirat qui est en train de racheter la France. On y apprend d'abord que l'émir est sincèrement francophile, alors amoureux de la langue, des fromages. On y apprend aussi que tout le monde là-bas se désole de voir les Français aussi méfiants envers les investisseurs étrangers et que l'on y séduit à coups de contrats juteux, Dominique de Villepin par exemple, de prix divers que seul Stéphane Hessel a refusé, ou de postes prestigieux, Tariq Ramadan enseigne à l'université, et alors l'émirat rêve d'une maison du Qatar à Paris qui serait confiée à Ségolène Royal. Alors Nicolas Sarkozy avait offert la France au Qatar, mais l'émirat se flatte d'avoir toujours ses entrées à l'Élysée sous François Hollande. Pourtant, quand on lit page suivante, l'article consacré au déboire du lycée Voltaire, lycée franco-qatari fondé en 2008 par la Mission laïque, on comprend les limites de cette ouverture du Qatar. Non seulement la laïcité est un doux rêve, mais tout ce qui pourrait de très loin ressembler à une vague référence chrétienne, comme le simple fait d'appeler un ours en peluche Mathieu, y est insupportable. Et l'on y répudie les proviseurs comme des serviteurs désobéissants. Bref, on imagine que le Qatar en France, ça pourrait un jour ressembler à cette tentative d'un peu de France au Qatar, c'est pas réjouissant. Une affaire de container dans la presse ce matin. Mais oui, on en a parlé dans le journal de 8h, c'est-à-dire dans Le Monde, cette double page d'enquête sur les conteneurs qui arrivent dans nos ports, arrosés de pesticides et de gaz toxiques pour limiter la propagation d'insectes et de moisissures pendant le trajet, sans qu'on éprouve bien sûr le besoin de protéger les dockers et les manutentionnaires, et sans que la douane surtout ait mandat pour vérifier le respect des normes minimale de sécurité. La douane ne s'occupe que des affaires de fisc ou de contrefaçon. Donc ce sont en fait 2 pages qui nous parlent de cette mondialisation heureuse, faite d'importation de millions de produits à bas coût transportés sur des milliers de kilomètres et quel qu'en soit le prix humain. Alors j'ai bien lu et relu la feuille que vous m'avez tendue. Natacha, vous voulez qu'on parle de la variole ce matin? Mais oui, il y a une page dans le Nouvel Observateur qui nous raconte la grosse frayeur d'archéologues qui ont exhumé des corps congelés d'un tombeau sibérien du XVIIIe siècle. Et après examen, les 5 personnes avaient succombé à une épidémie de variole. Vous savez, ce virus qui fut pendant 3000 ans le fléau de l'humanité avant de disparaître en 1977 après des campagnes de vaccination. Oui, ils ont eu peur parce que les scientifiques ont retrouvé des traces de l'ADN du virus. Heureusement, trop fragmenté pour être encore actif. Mais on imagine que dans certains tombeaux,
le virus pourrait être actif. Cela dit, l'article nous explique que les États-Unis et la Russie ont obtenu de l'OMS de garder dans leur laboratoire des exemplaires du virus disparu, soi-disant à des fins scientifiques, bien sûr. Les stocks devaient être détruits en 1986, puis en 1993, puis en 1999, mais les deux pays obtiennent à chaque fois un délai et on en rediscutera en 2015. Alors, faut pas trop se faire d'illusions. Un clin d'œil. Oui, c'est pour les amateurs de football, une interview à ne pas rater ce matin. Alors, c'est pas celle de Didier Deschamps dans l'Obs qui explique que les joueurs français sont mal élevés et qu'il doit les surveiller grâce à des indices. Non, c'est dans le Parisien que ça se passe, une interview de Joey Barton, footballeur anglais prêté à l'OM. C'est un régal cette interview. Ah, c'est magnifique. Il est connu pour ses coups d'éclat, ses condamnations, ses séjours en prison. Mais là, rien qu'au titre, on sent que c'est du lourd. Je ne suis pas le fils de Dieu. Oui, parce qu'il est lucide, Joey Barton. Il sait qu'on ne fait pas l'unanimité, donc il résume « Jésus était le fils de Dieu et ils l'ont crucifié ». Alors, on craint beaucoup pour lui, d'autant qu'il est à part. Vous savez, on nous dit que c'est un intellectuel, il lit. Quels ouvrages ont changé votre vie, lui demande Mathieu Grégoire. Playboy m'a changé vers 14-15 ans. Et comme il sait se faire des amis, Joey Barton, quand il parle de son collègue Gignac, ça donne « Faire l'éducation culturelle de Gignac, c'est comme diviser la mer Rouge à la manière de Moïse. Son sens de la mode n'est pas terrible, son sens musical n'est pas plus développé. » C'est ça, vous voyez, la supériorité du foot anglais. Ils ont Joey Barton qui cite Jésus et Moïse, et nous, on a Franck Ribéry. Merci Natacha Polony. Mais il a de l'humour, c'est du deuxième degré? C'est du deuxième degré. Là, oui, Ils s'aiment beaucoup avec bon. Gignac en réalité. Ils sont très amis. Merci Natacha Polony pour la revue de presse d'Europe 1 Matin.